d'accueillir aussi des personnalités qui viennent de la FENA, M. Dampa, qui est le deuxième vice-président de la FENA. Tes mots de remerciement et d'encouragement. Je suis ici aujourd'hui à un double titre, celui de représenter l'institution, le Centre culturel Blaise Senghor, qui a bien voulu, depuis que le projet a vu le jour, accueillir Jo Mansour pour sa mise en place. Et en dehors des autres activités que le Centre culturel lui a facilitées, nous en sommes aujourd'hui à la conférence de presse qui se tient également au Centre culturel Blaise Senghor. Donc, au nom du directeur du Centre culturel Blaise Senghor, M. Alioune Keba Badiane, nous vous souhaitons tous la bienvenue. Cela dit, je mettrai l'autre casquette qui est celui d'un compagnon de longue date de ce talent qui est à ma droite. Pour la petite histoire, il y a 20 ans, c'était exactement, si mes souvenirs sont exacts, en décembre 2003, nous avions eu le privilège d'organiser à l'Institut culturel à l'Institut français, qui était en ce temps-là le Centre culturel français, un spectacle inoubliable pour lequel il a été, lui avec d'autres, la cheville ouvrière. Je me rappelle de cet événement au Centre culturel français de 2003 parce que cela a aussi marqué vraiment le départ de l'engagement de Jo Mansour qui était avec d'autres artistes, mais 20 ans après on le retrouve sur cette même lancée et c'est cette abnégation, cette foi en son art qui a fait qu'il a eu cette longévité. Et pendant son cursus, nous avions déjà décelé en lui un talent inné, mais doublé d'une abnégation chevillée au corps. C'est ce qui lui a permis maintenant d'être connu et reconnu au-delà du Sénégal, dans la sous-région. Je crois que ce soit maintenant au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit ici en Gambie, le travail de Jo est connu et apprécié. Surtout qu'il a fait de la formation un cheval de bataille. Et donc, toutes les populations de ces villes que je viens de nommer ont pu bénéficier de son savoir-faire. Et c'est chaque fois qu'ils ont besoin de lui également, pour son savoir-faire, ils font appel encore à lui. Donc, je n'appartiens plus au Sénégal, mais il appartient à toute la sous-région africaine. Il y a également un fait d'armes dans le parcours de Jo, c'est d'avoir pu introduire au niveau de la manufacture des arts décoratifs située à Thiès, le batik. Il a été, je crois, le premier qui a pu faire passer cette forme artistique au niveau de la manufacture des arts qui est connue pour des tapisseries haut de gamme. Mais son savoir-faire, son discours lui ont permis de faire accepter sa discipline artistique. Et pendant 2 ans, il a formé des jeunes au niveau des manufactures sénégalaises des arts décoratifs. Ce qui n'est pas rien pour ceux qui connaissent cette institution. Et il continue son bonhomme de chemin, toujours en mettant l'accent sur son travail qu'il montre.
en formant des gens, mais également en créant des événements. Il a un événement annuel pour lequel nous nous déplaçons nous tous jusqu'à Thiès et il ouvre son plateau à d'autres créateurs de la ville de Thiès et c'est toujours des moments de retrouvailles et des moments de communion pour les créateurs qui sont avec lui. Et donc cet événement annuel, Jo l'organise bon an, mal an. Et il continue à organiser d'autres événements à travers le pays. Et voilà que, je vous le disais, qu'il a pu intégrer les manufactures sénégalaises des arts décoratifs, ce qui n'est pas rien. Quand on connaît les directives qui sont liées à cette institution. Et voilà que maintenant, il va faire pour la première fois une exposition au niveau de la Galerie nationale d'art. Qui connaît la Galerie nationale d'art, c'est qu'elle est destinée à ceux qui investissent les CIMES. Mais le travail de Jo a été apprécié par les autorités qui lui ont ouvert les portes de cette institution illustre de l'environnement culturel du Sénégal, à savoir la Galerie nationale d'art. Et donc, du 30, c'est ça? Du 30 au 4 janvier, vous aurez le plaisir de découvrir le travail de Jo Mansour. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et peut-être que sans plus tarder, pour ne pas trop monopoliser la parole, nous allons lui donner la parole pour qu'il nous dise ce que va être le contenu de cette semaine d'émerveillement autour du batik. Monsieur Dieng, Jo, nous les nuyu le doyen. Voilà, donc comme vous l'avez dit, je suis ici avec beaucoup de fierté non dissimulée d'être aux côtés de ce grand monsieur qui est Jo Mansour. Alors, je représente la FENAF. La FENAF, c'est la Fédération nationale des professionnels de l'habillement. Comme vous le savez, la FENAF regroupe, est une association, est une fédération de professionnels du vêtement, de l'habillement. La FENAF a été créée en 1995 et regroupe 3 corps de métier: les tisserands, les teinturiers et les tailleurs. Donc c'est une organisation à 3T. Nous sommes d'autant plus ravis d'être là parce que le promoteur, en l'occurrence Jo Mansour, est un de nos membres de ce vaste réseau qu'est la Fédération nationale des professionnels de l'habillement. Parce qu'en son sein contenant le volet teinture dans toutes ses dimensions. Donc, à ma qualité de deuxième vice-président, je représente le président national Pathé Gueye, qui m'a chargé de venir témoigner de tout notre engagement dans l'événement qui va se tenir. Je pense que au-delà, nous voyons au-delà être plus que des partenaires, parce que c'est un de nos membres qui est engagé dans un projet. Beaucoup dans le contenu du programme qui va se dérouler du 30 au 4 à la Galerie nationale, il y a de nos membres aussi qui vont être primés. Donc, beaucoup de satisfaction déjà pour nous d'être dans le projet et de voir nos membres porter haut le flambeau des artisans. Donc, de ce point de vue, cet événement que nous attendons à partir du 30 décembre jusqu'au 4 janvier sera une occasion pour le monde de la création, le monde de l'art, le monde des artisans, s'il en est besoin, je pense qu'il n'en est pas besoin, s'il en est besoin de venir découvrir davantage le travail inlassable que Jo Mansour développe depuis une décennie, voire plus, dans le Sénégal, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec cette dimension sous-régionale et internationale. Donc, nous pensons que c'est des événements qui vont contribuer, encore une fois, s'il en est besoin, pour montrer à nos autorités toute la place qu'occupe le monde de l'artisanat dans la chaîne de valeur de la filière textile-habillement ou bien textile-confection.
La FENAF l'a pensé il y a 25 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'étant créée en 1995, il fallait regrouper ces 3 corps de métier pour que la chaîne de valeur de cette filière textile puisse permettre une synergie d'action entre ces différents métiers. Donc de ce point de vue, je pense que l'expo de décembre 2023 va être un moment assez fort, assez particulier pour que tout le talent de Mansour puisse être porté sur le ciel. Et d'autant plus encore que ça va se faire dans un lieu mythique, la Galerie nationale, qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc nous sommes encore plus fiers et d'autant plus contents que nous allons être des partenaires dans le projet. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toute la famille, bonsoir à mes confrères qui sont là avec nous. Tout d'abord remercier mon grand frère Siré, comme il a dit tout à l'heure, quelqu'un qui nous a vraiment appuyés depuis le début de ce projet. Je pense que c'est la première personne qui m'a fait croire que ce projet puisse aller vraiment très loin. Au début, peut-être, on était des jeunes qui pratiquaient la teinture juste pour faire nos habits. Mais à un moment donné, on s'est dit qu'il faut professionnaliser cette technique de travail. Donc vraiment, lui, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup boosté et que c'est l'occasion de le remercier davantage. Donc moi, c'est Zo Mansour, je suis formateur, je suis artiste aussi. Je suis initiateur du projet Expo Batik avec mon équipe et avec les structures Kadior Batik. Kadior Batik est une structure qui regroupe beaucoup de personnes, notamment des femmes et des jeunes qui ont été formés en batik. Donc nous avons fait beaucoup de programmes au Sénégal, à Dakar, partout et dans la sous-région. Nous avons fait beaucoup de formations. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de créer un événement unique au Sénégal, c'est-à-dire créer une exposition pour valoriser nos produits en batik qui sont faits au Sénégal. Parce que le batik, ça se fait partout dans le monde, ça se fait partout en Afrique. Mais au Sénégal, nous avons la chance d'avoir vraiment des techniques authentiques qui se pratiquent ici au Sénégal. Mais malheureusement, ces techniques n'ont jamais été valorisées. Donc nous, Kadior Batik, aujourd'hui, nous avons décidé de mettre en place un événement annuel qui s'appelle Expo Batik et qui va se faire à Dakar pour permettre d'abord à la population de découvrir les produits de Kadior Batik, mais également de valoriser ce produit et pourquoi pas demain ce produit puisse être un produit qui va être utilisé partout dans le monde. Je pense que aussi c'est l'occasion de remercier des personnes qui ont été avec nous durant les débuts très difficiles. Je veux parler de M. Khalidou Kassé, Massamba Gueye, M. Siré Sissi qui est là avec nous, et Fatima Fall de Saint-Louis, le centre de documentation du Sénégal. Donc c'est des personnes qui nous ont beaucoup appuyés parce que je pense que si vous voulez aller loin, tu ne peux pas aller seul. Donc si on est arrivé à cette stade, c'est parce qu'il y a des personnes derrière nous. Mais de remercier aussi le centre culturel qui a été parmi les premiers partenaires parce que nos débuts dans ce milieu a été ici vraiment au centre culturel Blaise Senghor. Nous avons démarré ici parce qu'on habitait tout près. Donc le centre nous a beaucoup appuyés. Donc je pense que ce projet est un projet du Sénégal. C'est un projet national, c'est l'occasion de dire aux autorités de venir appuyer les jeunes parce que c'est des jeunes qui ont été formés et c'est des produits que des jeunes ont transformés. Donc je lance un appel à tous les citoyens, à toutes les autorités du Sénégal de faire comme les Burkinabés parce que si nous voulons vraiment éviter les voyages clandestins, c'est juste donner les possibilités aux jeunes de travailler, mais les formations que les jeunes ont eu à avoir, il faut les pousser et les encourager. Je pense qu'on va s'arrêter là pour un moment et puis attendre des questions. Mais aussi, je remercie intégralement aussi la collaboration du FENAF parce que ce n'était pas évident. Je suis membre déjà, mais bon, aujourd'hui la FENAF vient au moment où nous avons vraiment besoin d'un appui.
Donc nous le remercions beaucoup. Et je remercie aussi M. Danfa qui est là. Okay. Monsieur Dian, alors, j'avais déjà parlé de la FENAF, peut-être qu'avant d'arriver à la journée, on peut aller dans le sens de mieux faire connaître la structure. Donc, j'avais dit tout à l'heure que la fédération a été créée en 1995, au sortir d'un voyage à l'extérieur de nous, ce que nous appelons en interne nos pères fondateurs, qui, à l'issue d'une mission aux États-Unis, avaient vu que tous les pays du monde étaient venus à organiser et qu'il n'y avait que les Sénégalais qui étaient venus à nord dispersés. Donc, ce qui ne favorisait pas la prise en charge des intérêts des artisans. Donc, de ce point de vue, au retour, ils se sont promis de mettre en place une fédération qui allait regrouper les artisans, notamment la chaîne de valeur de la filière textile habillement. Donc, de ce point de vue, la FENAF a été créée en 1995 pour prendre en charge les intérêts matériels et moraux, comme on le dit, de nos membres. N'est-ce pas? Alors, dans le programme constitutif de la fédération, il s'agit de doter les artisans de moyens qui puissent leur permettre voilà, de vivre dignement de leur art. Donc, ce qui fait que la FENAF a plus œuvré dans la formation, dans la recherche de débouchés pour les produits de nos artisans, mais au-delà de cela, la FENAF a pu contribuer à doter les artisans d'une mutuelle d'abord d'épargne, ensuite d'une coopérative d'habitat, parce que c'est la résultante de la création de richesses, n'est-ce pas, après avoir été renforcée en capacité. Donc la FENAF a pu réaliser tout cela, et puis nous avons aussi un centre de formation, parce que la FENAF a eu une longue tradition de formation, mais depuis sa création, la FENAF a beaucoup plus œuvré avec les couturiers, avec les tailleurs, ça il faut le reconnaître. Aujourd'hui, ce projet nous donne l'occasion, Expo Batik Teinture nous donne l'occasion de développer avec nos membres cette dimension qui constitue peut-être l'un des tendons d'Achille de la fédération, c'est-à-dire que les teinturiers et les tisserands étaient un peu laissés en rade dans la prise en charge de ces intérêts. Donc aujourd'hui, avec cette Expo Batik qui commence à partir du 30 décembre, la FENAF s'engage avec un de ses membres pour vulgariser, contribuer à vulgariser les métiers autour de la teinture et du batik. Nous savons que nous sommes dans un pays à forte tradition, tissage et teinture. Parce que, comme nous l'avons pensé, nous pensons que la chaîne de valeur commence par le tissage. Quand le tissu est tissé, il faut qu'il soit teint. Et quand il est teint, le tailleur pourra transformer. Donc, cette expo nous permet aussi de montrer toute la dimension. Parce qu'aujourd'hui, dans la sous-région, il y a des pays aujourd'hui qui sont très avancés en termes de favoriser ou bien d'impulser ou bien de donner une dynamique au consommé local. J'ai fait un clin d'œil au Burkina qui, cette année, je sais pas, je vais dire, a décidé, l'État a décidé que le port des uniformes scolaires, il fallait une touche du pagne local, qu'on appelle le faso d'Anfani. Aujourd'hui, l'un des combats de la FENAF, l'un des combats de Jo Mansour, ce serait aussi que le batik, la teinture puisse être intégrée, voilà, dans l'habillement de nos élèves, ce qui serait une grande réussite, comme M. Sissé l'a dit tout à l'heure, parce que je pense que depuis des décennies, ce talent que nous avons se bat, contribue à vulgariser la teinture batik. La journée du 4 janvier qui est dédiée à la FENAF, du 3 janvier, excusez-moi, qui est dédiée à la FENAF est une occasion pour nous. Déjà, à travers nos membres, nous avons un réseau de teinturiers national, dont la présidente va être, je pense, fait partie des lauréats, donc qui va permettre à nos membres de faire étalage de tout le talent, toute l'énergie qu'ils ont mis dans la création des tissus teinture batik.
Donc nous allons avoir une exposition très diversifiée, riche en couleurs, des différents teinturiers et batiks qui pratiquent le batik, qui viennent de tous les horizons. Mais nous pensons à la FENAF que les problèmes liés à un corps de métier doivent être pris en charge, je veux dire, doivent être soulevés, débattus par les professionnels du métier pour que des solutions puissent être trouvées. Donc c'est pour cela que nous pensons qu'à chaque événement que nous organisons, nous avons besoin d'une dimension réflexion pour poser des problèmes que personne ne posera à notre place. La filière souffre de plusieurs maux. Si nous, les professionnels de l'habillement, les professionnels de la teinture, nous ne le posons pas sur la table, personne ne le fera à notre place. Donc nous pensons qu'autour d'un débat, nous allons poser les vraies questions qui concernent la filière, parce qu'il y a des défis à relever. Aujourd'hui, nous avons plusieurs systèmes de teinture et de batik. L'un des défis consiste à comment vulgariser, comment sensibiliser et vulgariser davantage nos teinturiers, nos batik, ceux qui font le batik, à l'utilisation de la teinture naturelle. Et ça, Jo a de la matière à revendre. Ayant développé beaucoup de recherches, beaucoup de formations autour de ces questions. Je pense que c'est des questions qui méritent réflexion. Et au-delà, maintenant, interpeller l'État aussi sur quels sont les mécanismes ou bien quels sont les outils que l'État pense à mettre en place pour venir en appui à ce secteur de la teinture batik, qui est un démembrement de la grande filière de la grande filière de textile habillement. Donc voilà ce que nous envisageons au-delà de l'exposition, d'avoir un panel de réflexion sur les questions majeures qui concernent la filière. Et là aussi, nous invitons l'État à venir nous rejoindre dans la réflexion, parce que nous sommes une organisation faîtière d'artisans. Nous avons cette volonté de penser, de réfléchir, mais il y a des décisions qui se prennent au niveau supérieur. Nous pouvons penser et dire nos réflexions à l'État, et puis à l'État aussi de nous accompagner dans la mise en œuvre de ces idées autour de la table. Voilà un peu l'idée que nous avons du contenu pour la journée dédiée à la Fédération nationale du personnel de personne qui connaît le nom, mais qui ne connaît pas techniquement le produit. Le batik, c'est un tissu africain qui nous vient de l'Égypte, qui a été exploité en Indonésie. C'est ce nom cire qu'on utilise pour faire le batik qui a été donné au nom de Wax par les Hollandais, qui ont pris les techniques de ce tissu en batik et qui les ont transformés en Wax. Aujourd'hui, le Sénégal a beaucoup évolué par rapport à cette technique, parce qu'avant, c'était un métier inconnu au Sénégal. Mais par rapport aux formations que nous avons menées durant une vingtaine d'années à travers le pays, je pense qu'aujourd'hui, vous partez dans chaque région, vous trouverez quelqu'un qui pratique ce métier. Par rapport à la teinture, il y a une petite différence entre le batik et la teinture, parce que le batik, c'est un travail artistique qui se fait avec la cire. La teinture, c'est un travail purement traditionnel qui se fait avec des nœuds, avec des pliages. Aujourd'hui, le Sénégal est, je dirais, un peu en retard par rapport à la teinture, parce que nos aînés qui faisaient la teinture ont disparu. Malheureusement, il n'y a pas eu de relève. Donc nous, notre combat a été de relever ces techniques de teinture qui est le batik et la teinture, parce que c'est des choses qui vont ensemble. Peut-être il y a une petite différence, mais si vous faites la formation en batik, vous avez la possibilité d'avoir des techniques de teinture dans la formation, alors que si vous faites la teinture, vous pouvez ne pas connaître le batik. Mais aujourd'hui, nous sommes satisfaits, parce que si vous restez dans un métier pendant plus de 20 ans, ça veut dire que ça marche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes au Sénégal qui ont été formées en batik. Et c'est l'occasion dans cette exposition de présenter des produits qui ont été travaillés par des jeunes et des femmes qui ont été formées durant l'année 2023 en batik, mais également de présenter toute une collection que moi-même j'ai réalisée. Le tissu en batik est un tissu
pas pour faire des habits seulement, mais c'est un tissu qui peut être utilisé dans n'importe quel support, des chaussures, des sacs, des ameublements, partout, tu peux les utiliser. Donc, notre combat est de faire connaître encore le produit aux Sénégalais, mais de pousser la population à consommer ce produit. Parce que déjà, c'est un produit local, c'est un produit original déjà aussi. Et je pense que si vous remarquez que les Sénégalais ont commencé vraiment à s'approcher de ce produit, je pense que du 30 au 4, nous verrons beaucoup de produits en batik à la Galerie nationale. Ce sera vraiment un événement spécial. Ouais. C'est bon. Il y en a beaucoup, hein. C'est à l'image d'un peu tous les secteurs de l'artisanat. Moi, j'ai eu une fois à poser récemment ce problème qui concerne les tailleurs. J'en reviens hein, parce qu'il a posé le cas sur mais je vais paraphraser un peu. J'ai une fois dit que le Sénégal est mal approvisionné en intrants. Et les gens m'ont regardé bizarrement. J'ai dit, je vais vous donner plusieurs exemples. Le dernier exemple en date, quand il s'est agi de faire les vêtements scolaires, que le président Macky Sall a décrété sur 3 ans pour les écoles primaires, il fallait produire 4 millions de vêtements scolaires. Et pour produire 4 millions de vêtements scolaires, on avait besoin environ de 5 millions de mètres de tissu. On ne l'a pas trouvé au Sénégal. On ne l'a pas trouvé au Sénégal. Ça a retardé la commande au point que les vêtements qui devaient être livrés à la rentrée ont été livrés à la fin de l'année scolaire. Juste pour trouver 5 millions de mètres de tissu. Donc, c'est un réel problème. Maintenant, c'est difficilement compréhensible pour le commun des Sénégalais parce que si vous vous promenez sur la route, vous allez au marché HLM, à Sandaga, à Tilène, vous voyez beaucoup de tissus. Mais il suffit de vouloir 1000 mètres d'un tissu, vous ne l'avez pas. 1000 mètres d'un seul bleu, vous ne l'avez pas. 1000 mètres d'un seul vert, vous ne l'avez pas. Donc, si c'est le secteur des tailleurs qui souffre de ça, ben, les teinturiers, ils sont morts. Les produits, les consommables qu'ils utilisent, la teinture, la cire, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense savoir qu'il y a quelques années, pour trouver de la cire au Sénégal, c'était la croix et la bannière. Mais comment est-ce qu'on peut développer le métier sans avoir à portée des mains, à défaut de le produire, comment est-ce qu'on peut développer le métier sans avoir à portée des mains les intrants dont j'ai besoin pour faire mes compositions? Je pense que ça, c'est des questions comme ça, n'est-ce pas? L'accès à un endroit, regardez nos teinturiers, généralement là où ils travaillent. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'être refoulés au fin fond, derrière les habitations, parce que parfois, utilisant des produits toxiques. Mais l'État n'aménage pas des zones dédiées à l'artisanat. Les teinturiers ont besoin, comme je l'ai dit une fois, moi je l'apprenais pour cette fois-ci lors d'une de nos rencontres, que pour faire le batik, on a besoin d'un espace aéré sous l'arbre. Parce qu'étant exposé à la toxicité des produits. À Dakar, où est-ce qu'on va trouver ces espaces-là? Difficilement. Difficilement. Donc, il y a plein de questions comme ça qui tournent autour de ça. Pour ne pas aller en profondeur, de toute façon, le débat va nous renseigner, mais il y a des problématiques qui vont être posées, notamment la formation. Aujourd'hui, il y a une mutuelle de santé des artisans qui est en train d'être mise en place. Il faudrait que les professionnels de la teinture et du batik puissent être intégrés à part entière pour que, au-delà de la carrière, il y a une vie, n'est-ce pas? Voilà, entre autres. Aujourd'hui, est écartelé entre plusieurs ministères. Il a dit effectivement que le ministère de la Culture, parce qu'avec la dimension artistique qu'il développe, n'est-ce pas? Mais Jo est un formateur aussi. Jo est un formateur. Donc, le ministère de la formation professionnelle a quelque chose à voir dedans. Donc ça aussi, c'est l'occasion d'interpeller les autorités parce que je ne sais pas comment je vais l'appeler,
le fait que les gens soient éparpillés dans les ministères, parfois ne facilite pas, la prise en charge d'une manière efficiente, des questions liées à tout cela. Parce qu'au-delà de la production, il y a la formation. Quand on parle de formation, le ministère en charge de la formation professionnelle intègre. Il y a certaines dimensions, c'est le ministère de l'artisanat, parce que étant d'abord, nous sommes tous des artisans d'abord, avant autre chose. Donc, ça aussi, l'État est interpellé de ce point de vue, pour voir dans quelle mesure regrouper tout ce qui touche aux artisans, à l'artisanat, pour que, comme ils l'ont fait pour le guichet unique, je pense que ce serait bien, toutes les questions liées à l'artisan, dans le travail, dans le développement de sa carrière, dans la formation, que toutes ces questions puissent être regroupées au sein d'un ministère. Donc je pense qu'on est un peu éparpillé. Et c'est un cri de cœur que les artisans lancent aussi, que l'État puisse développer Je sais qu'il y a beaucoup de politiques, mais toutes ces politiques développées au profit des artisans sont éparpillées un peu partout. Si je prends le cas par exemple, le cas que j'ai donné tout à l'heure, le vêtement scolaire, c'est les artisans qui ont produit le vêtement scolaire. Mais c'est un programme qui est piloté par le ministère de l'Éducation nationale. Donc ça renseigne sur combien de fois les artisans sont éparpillés. Va se dérouler du 30 décembre au 4 janvier à la Galerie nationale, c'est à partir de 16h. Et c'est l'occasion, comme je l'ai dit tout à l'heure, de remercier et de décorer des personnes qui nous ont vraiment soutenus durant notre carrière ou bien durant ce long parcours. Je veux parler de M. Sissé qui est ici présent, qui a été avec nous durant tout ce parcours. Je veux parler de Massamba Gueye, qui a été aussi parmi nos partenaires de taille. Je veux parler de M. Khalidou Kassé, de Mme Fatima Fall Nyan, de la région de Saint-Louis. Mais également, ce sera aussi l'occasion de nominer des femmes, des braves femmes. Durant l'année 2023, elles ont été formées en batik. Mais vraiment, c'est des femmes qui ont été vraiment très remarquées dans ce métier. Et le fait de les décorer, je pense que c'est l'occasion de les booster aussi, de les motiver. Donc je veux parler d'une dame qui va venir de la région de la Casamance à Cabrousse, de la région du Saint-Louis, de la région de Thiès et de Poul. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de femmes qui ont été formées, mais par rapport à toutes ces femmes, il y a des femmes qui ont été vraiment remarquées durant l'année 2023 et que ces motivations aussi vont se dérouler durant toute l'année. Donc ce sera vraiment des moments très forts. Et puis après le 30, ce sera aussi la journée des fédérations des professionnels de l'industrie du cuir, donc qui vont avoir aussi une journée le 2 janvier. Et puis le 3 janvier aussi, ce sera la journée spéciale de la FENAF, qui sera vraiment une très grande journée, j'espère bien. Et puis le 4, ce sera la fin de l'exposition qui va se dérouler avec des fortes personnalités qui vont venir durant la clôture. Vraiment, ce sera vraiment un grand jour, la clôture. Ouais.